Merci Madame la députée. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés. Bon, d'abord, pour être franche avec vous, je suis très heureuse à la fois du contenu de ce débat cet après-midi et puis aussi de la qualité des interventions qui ont précédé la mienne. Et je veux d'abord vous dire qu'il n'y a aucun regret à avoir sur le fait que nous ayons décidé de lancer cette démarche mixité sociale dans les collèges avant que ce débat ne se tienne, pour une raison simple, c'est que vous avez tous dit, de façon partagée, quels que soient les bancs, à quel point la mixité sociale était un enjeu majeur et qu'il fallait désormais s'y attaquer, et s'y attaquer rapidement. Eh bien, c'est précisément une question de rapidité et d'efficacité qui nous a conduit à lancer ce travail, cette démarche avec les collectivités locales. Vous êtes, pour certains d'entre vous, des élus locaux, vous savez le temps que cela prend dans un conseil départemental pour pouvoir délibérer, pour pouvoir retenir un territoire, pour pouvoir nous accompagner sur cette démarche, pour pouvoir créer de nouveaux secteurs multicollèges, afin que tout cela entre en vigueur dès la rentrée 2016. Bref, pour dire les choses autrement, si sur tous les bancs nous considérons la mixité sociale comme un enjeu majeur et urgent, alors il nous fallait agir rapidement, ce qui ne signifie pas que les propositions que vous pouvez avoir, les recommandations qui sont celles des rapporteurs, ne seront pas évidemment prises en compte dans la suite de la démarche. Et elles le seront d'autant plus qu'elles rejoignent très fortement la plupart de nos priorités et de nos axes de travail. Mais je vais revenir un instant sur cette mixité sociale. Moi, au fond, pour moi, elle est absolument indissociable de ce qu'on souhaite tous pour l'école. C'est-à-dire que l'école puisse former des élèves, en faire des citoyens autonomes, instruits, éduqués, que l'école puisse être le lieu où ces élèves trouvent les moyens de leur réussite future. Or, on le sait bien, et vous l'avez dit, l'absence de mixité sociale, eh bien, ça constitue un obstacle à cela. Ça constitue un obstacle à la réussite. Ça condamne de très nombreux élèves à la médiocrité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas s'ouvrir devant eux des perspectives qui leur permettraient de se projeter, de se dépasser, de déployer à leur tour leurs talents et leurs mérites. Voilà ce que c'est que l'absence de mixité sociale. Agir pour davantage de mixité sociale, c'est au fond refuser que la recherche de l'excellence dans notre pays passe par le sacrifice de la grande majorité au profit de quelques-uns. C'est défendre, comme je le fais depuis que je suis à la tête de ce ministère, une exigence généralisée pour tous. C'est renforcer l'élitisme républicain, si tant est qu'on entende par élitisme républicain celui qui fonde la réussite sur le mérite, sur le travail, et non pas sur la naissance ou sur la connaissance des codes par les parents. C'est pourquoi nous voulons élargir le nombre d'élèves qui peuvent accéder à l'excellence et donc devenir un jour l'élite de notre pays. Plus la base du recrutement de cette élite sera large, et plus nos élites potentielles dans quelques années seront nombreuses et plus elles seront meilleures. On ne peut pas avoir le moindre doute sur le sujet. Développer la mixité sociale, c'est donc offrir à la France la possibilité d'avoir des élites de meilleure qualité, de toute provenance, de tout profil, quel que soit leur lieu de naissance, quelle que soit leur catégorie sociale. Et ça, c'est une immense richesse. Ce que nous sommes en train de construire, si nous y arrivons, ce sera au service de la France. Et c'est ainsi que nous serons fidèles à la promesse de l'histoire républicaine, celle qui fonde l'appartenance à la République, puisqu'on parle beaucoup d'appartenance à la République en ce moment et qu'on essaye beaucoup d'en convaincre les élèves. Faut-il le rappeler, l'appartenance à la République est fondée sur l'égalité. L'égalité non seulement des droits, mais aussi l'égalité des chances. Et ça suppose de distinguer le mérite individuel selon le travail et l'effort, uniquement. Voilà ce que je veux faire prévaloir, en effet, aujourd'hui, dans nos écoles, dans toutes nos écoles, quel que soit le territoire. Je l'ai entendu dans vos propos à l'instant. Je vois que vous ne vous résignez pas, et ça me fait plaisir, à voir dans notre pays, la France, cette espèce de tendance inégalitaire qui est à l'œuvre depuis trop d'années maintenant. Et ne pas se résigner, c'est la première réaction à avoir pour ensuite construire. Quand on a suffisamment écouté les uns et les autres, quand on est allé regarder le terrain, qu'on sort aussi des postures, on se rend compte qu'il n'y a pas d'un côté la question de la réussite
scolaire des élèves et de l'autre côté, celle de la mixité sociale, que ces deux sujets sont étroitement liés. C'est ce que dit votre rapport, cher Yves Durand, cher Rudy Sall, pour une mixité sociale au service de la réussite de tous les élèves. Alors merci pour ce travail méticuleux, précieux, d'évaluation, de propositions qui sont donc, je le disais, des contributions que nous allons reprendre pour beaucoup d'entre elles. Votre rapport commence par dresser un certain nombre de constats sur l'état de la mixité sociale à l'école. Le premier de ces constats que je partage, qui motive mon action, c'est que notre système scolaire aujourd'hui, vous l'avez dit, est profondément ségrégué. Les chiffres sont connus et les études se succèdent depuis plusieurs années. Notre système scolaire, loin de réduire les inégalités, en réalité les accroît. La ségrégation sociale, nous en connaissons l'ampleur, la cartographie même. 10% de nos collèges, c'est-à-dire 700 collèges, 10% de nos collèges comptent moins de 6% de collégiens d'origine sociale défavorisée. Et pendant ce temps-là, plus de 82% de collégiens d'origine sociale défavorisée sont, eux, scolarisés dans seulement 10% de collèges. Vous voyez bien où est le problème. Par ailleurs, les écarts de composition sociale entre collèges publics et collèges privés se sont beaucoup accrus au cours de ces 10 dernières années. Tout cela n'est évidemment pas sans conséquences. Comment peut-on défendre le mérite, le travail, l'effort, si d'une certaine façon, tout est joué avant même qu'un élève ait franchi le seuil de l'institution scolaire par le seul poids des déterminismes sociaux et économiques? Alors bien sûr, et je rencontre souvent cet argument dans le débat public, on trouvera toujours ici ou là des exemples d'élèves issus de milieux défavorisés qui ont cependant brillamment réussi. Et généralement, on les agite pour dire qu'il ne faut surtout rien changer, puisque vous voyez bien que malgré les conditions initiales défavorables, eh bien, certains réussissent à s'en sortir. Certes, la réussite de ces élèves-là est remarquable. Elle est d'autant plus remarquable qu'ils ont dû surmonter de nombreux obstacles, beaucoup plus que les autres. Mais ces élèves-là sont tellement, tellement minoritaires. Faut-il le rappeler encore une fois ici, la poursuite d'études longues à l'université reste très marquée par les origines sociales, culturelles, géographiques. Aujourd'hui encore, les enfants d'ouvriers ne sont que 5% en cursus de doctorat. À peine plus nombreux en classe préparatoire aux grandes écoles, 6%. Et seulement 2,7% dans les écoles normales supérieures et autres grandes écoles. Voilà quelle est la réalité de notre pays aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas faire de la réussite de quelques-uns, qui sont des exceptions, un prétexte pour ne rien changer. Et au contraire, il faut s'attaquer au sujet. Le second constat que je partage dans votre rapport, c'est que l'absence de mixité conduit trop souvent à l'échec scolaire. Vous l'écrivez. Et oui, je le confirme, et nos études nous le disent, les établissements ségrégés peuvent créer des dynamiques d'apprentissage dites négatives, qui tirent vers le bas les élèves les plus fragiles. Oui, le turnover qui affecte les équipes pédagogiques de ces établissements, le fait qu'on y envoie des enseignants plus jeunes, moins expérimentés, tout ça ne facilite pas l'instauration de conditions d'apprentissage propices à la réussite. Résoudre cette situation, c'était l'un des objectifs de la réforme de l'éducation prioritaire, car Yves Durand le disait dans son propos introductif, beaucoup de choses ont été faites depuis 2012. Et j'ai eu à conduire moi-même, je suis là depuis 1 an et demi, comme toute première réforme, la réforme de l'éducation prioritaire, qui n'est pas, comme on en a gardé le souvenir, parce que c'est essentiellement ça qui a été commenté dans la presse, qui n'est pas simplement une réforme de cartographie. La question, ça n'était pas simplement quel établissement sortait, quel établissement entrait, quoique cette question est pour le moins sérieuse, quand on voit que des établissements extraordinairement défavorisés n'étaient jusqu'alors pas dans la carte de l'éducation prioritaire. On a quand même remédié à une situation insupportable. Mais elle n'était pas que cartographique, la question. La réforme de l'éducation prioritaire, elle a consisté à augmenter considérablement les indemnités des enseignants qui sont dans ces établissements d'éducation prioritaire pour cesser de n'attirer là que les plus jeunes et les moins expérimentés. La réforme de l'éducation prioritaire, elle a consisté, Monsieur Sall, puisque vous évoquiez les pratiques pédagogiques, à faire en sorte que dans ces établissements, on ait des accompagnements pédagogiques qui permettent aux élèves
de réussir, le fait d'y accueillir les élèves avant l'âge de 3 ans en préscolarisation en maternelle, le fait d'accompagner les élèves en classe de 6e tous les jours et jusqu'à 16h30 sans jamais les lâcher, et pendant les heures de trou, de leur offrir du tutorat systématique, c'est des nouveautés pédagogiques. Le fait, s'agissant des enseignants, pas seulement de mieux les payer, mais aussi de leur libérer du temps pour mieux les former, pour leur demander d'accueillir en bonne et due forme les parents, puisque l'un d'entre vous évoquait la relation avec les parents. C'est ça la réforme de l'éducation prioritaire que nous avons conduite et qui est entrée en vigueur à cette rentrée 2015, avec d'ailleurs de très bons retours de terrain. Il faut continuer, bien sûr. Il faut continuer parce que, on l'a vu par le passé, le simple fait d'être dans un établissement davantage aidé ne garantit pas forcément de meilleurs résultats en français, en maths, dans les fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est sur ces fondamentaux que nous insistons. On l'a vu dans la refonte des programmes, lorsque nous avons veillé à ce que, aussi bien à l'école primaire qu'au collège, la question de la maîtrise du français, de l'apprentissage du langage redevienne une priorité, y compris par des exercices répétés, de l'entraînement régulier. La maîtrise du français est essentielle et c'est à cela que nous devons veiller dans tous les établissements, mais en particulier dans ceux qui souffrent de ces difficultés sociales. Après, vous disiez que l'école ne peut pas tout, qu'elle ne saurait pas à elle seule vaincre les déséquilibres que d'autres politiques n'ont pas su corriger. Oui, bien sûr, vous avez raison, les logiques sociales, économiques à l'œuvre sur un territoire sont complexes. Oui, vous avez raison, la mixité sociale se joue aussi à travers la politique de la ville. Mais entre ne rien faire et tout résoudre, je crois qu'il y a une marge d'action possible. Et c'est cette marge d'action possible, mesurée, nécessaire, que nous devons absolument investir. Parce que, et vous l'avez dit pour plusieurs d'entre vous, nous ne sommes pas à n'importe quelle époque. Nous avons beaucoup parlé de valeurs de la République ces derniers temps. Nous avons beaucoup parlé de la nécessité de nous rendre audibles auprès des élèves lorsque nous parlons du triptyque liberté, égalité, fraternité, voire laïcité. Mais comment être audible lorsque certains de ces élèves n'ont jamais fait l'expérience de la mixité sociale? Comment être audible lorsque certains de ces élèves voient leur perspective d'avenir totalement bouchée et ne croient pas du tout à la capacité de faire société avec le reste de ce pays? Donc c'est pour cela qu'il est si important, au-delà de la réussite scolaire, qu'il est si important dans nos établissements scolaires de porter cette mixité. Alors, maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on fait? Parce que la mixité sociale, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. On en a eu 1000 exemples par le passé. Vous savez que c'est un sujet qui provoque beaucoup de crispation, beaucoup de tensions, souvent qui a été d'ailleurs appréhendé, abordé de façon clivante, polémique, idéologisante, ce que vous voulez, ce qui n'a pas franchement fait avancer le schmilblick. Donc moi, je voulais procéder autrement. Je pense que c'est ce que porte aussi votre rapport, et en cela, je m'y reconnais. La mixité sociale, c'est une politique qui doit s'élaborer patiemment, en concertation avec l'ensemble des personnes concernées, c'est-à-dire les personnels de l'éducation nationale, les élèves, leurs familles et bien sûr les collectivités locales qui se mobilisent sur le terrain. L'idée, c'est non pas d'engager une énième refonte de la carte scolaire. Je crois que ce n'est pas la carte scolaire qui fera évoluer le territoire, mais le territoire qui doit être à l'origine de notre action. C'est du territoire que viendront les solutions concrètes. Donc, comme le préconise votre rapport, notre démarche adopte une approche territorialisée, au cas par cas, des besoins de mixité. Aujourd'hui, 15 académies, 20 départements, de droite comme de gauche. Et Madame Genevard, je suis sûre que vous serez proactive pour faire entrer votre département dans la démarche. Donc 15 académies et 20 départements ont exprimé leur souhait de s'engager dans cette démarche. Et nous avons dépassé le chiffre de 20 territoires pilotes, soit le double de ce qui avait été envisagé initialement. C'est une bonne nouvelle. Sachons accueillir les bonnes nouvelles. Alors que vont faire ces territoires pilotes maintenant? Ils vont mettre en œuvre différentes mesures qui seront tout au long du processus accompagnées et évaluées. Ces différentes mesures, vous en avez évoqué quelques-unes. La circulaire du 7 janvier 2015 leur offre des dispositions nouvelles. Ils vont pouvoir, par exemple, définir des secteurs multicollèges, car vous le disiez, on doit sortir de ce système où un secteur, un collège, et donc forcément une population généralement socialement homogène d'un territoire se retrouve dans un même établissement.
Définir des secteurs multicollèges, c'est permettre de décloisonner cette sectorisation actuelle, d'agir au même moment sur plusieurs établissements en évitant les logiques de concurrence qui sont trop souvent à l'œuvre et de rééquilibrer la population entre ces différents établissements. Au sein de ces nouveaux secteurs, l'idée c'est qu'ensuite l'éducation nationale puisse définir les critères d'affectation des élèves. Ces critères-là seront établis en concertation avec les départements, les communes, la communauté éducative et les parents. Les territoires pilotes vont aussi pouvoir s'appuyer sur d'autres leviers, comme l'offre éducative des établissements, vous l'avez beaucoup évoqué, bien sûr. Bien sûr que quand on a un établissement qui n'attire pas spontanément une population très équilibrée et qui est plutôt ségrégée, la meilleure façon de le faire attirer une population plus aisée, aux côtés de sa population originale, c'est de développer une offre d'excellence, une offre pédagogique qui soit attractive. Et donc, nous allons imaginer ce type d'offre d'excellence dans ces établissements. Et pour que cette démarche-là soit une vraie politique publique, c'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement avec 20 territoires qui développent des choses différentes sans qu'on les suive, eh bien, il va y avoir un suivi, une évaluation. Les résultats de chacun d'entre eux vont être diffusés pour que les actions puissent ensuite être reproduites sur le territoire, sur l'ensemble du territoire français. Et c'est pourquoi nous avons voulu mettre en place cet accompagnement scientifique qui associe, vous l'aurez compris, une dizaine de scientifiques reconnus qui sont des chercheurs qui travaillent de longue date sur la question de la mixité sociale et qui ont accepté d'être là pour chacun d'entre eux à suivre chaque département qui s'engage dans la démarche, à évaluer les résultats sur la réussite scolaire, sur le climat scolaire qui était évoqué tout à l'heure, sur le climat dans le territoire aussi, pour pouvoir nous faire remonter cela et faire partager au reste du pays. Votre rapport, d'ailleurs, de manière générale, insistait beaucoup sur l'amélioration de la connaissance scientifique en matière de mixité sociale, et vous avez raison. L'éducation nationale se dote de plus en plus d'outils de mesure. Le rapport Grande pauvreté et réussite scolaire de l'inspecteur général Jean-Paul Delahaye, qu'évoquait tout à l'heure Barbara Pompili, a été un travail important qui a mis en lumière les conséquences de la grande pauvreté sur l'échec scolaire à l'école. Deux récents rapports du CNESCO, le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, ont aussi permis de dresser un état des lieux de la mixité sociale dans les collèges français, de présenter des expériences internationales. Ces différents travaux complètent les études que mène l'ADEP en lien avec l'INSEE, qui établissent, eux, les indicateurs de ségrégation qui peuvent être utilisés à l'échelle territoriale. Et j'insiste sur ce point parce que, pour dire les choses peut-être plus clairement, je crois que si la dynamique que nous avons lancée a des chances de marcher, et si aussi un certain nombre de départements ont décidé d'y aller, c'est parce qu'au préalable, nous l'avons fait précéder avec notre service prospectif, l'ADEP, d'une véritable observation des territoires, d'une véritable analyse des établissements scolaires sur ces territoires pour pouvoir produire de façon objective et scientifique la réalité de la ségrégation sociale. Parce que voilà bien un sujet duquel on parle depuis des décennies sans jamais avoir de chiffres précis sur tel établissement. Alors voilà, je suis élue locale, je suis sincèrement guidée par la volonté de faire mieux en matière de mixité sociale, mais qui pourra me dire combien j'ai de catégories sociales défavorisées dans tel établissement, ce que ça représenterait pour moi que de mixer les populations de deux collèges, etc. Tout ce travail n'était pas fait avant. Donc la nouveauté de ces derniers mois, c'est qu'enfin, nous avons mobilisé nos services statistiques pour qu'ils fassent un véritable état des lieux, un véritable diagnostic de cette ségrégation sociale dans tous les territoires que nous mettons à disposition des élus locaux, des départements, qui ensuite vont pouvoir utiliser ces outils-là aussi dans les réunions publiques avec les parents pour les convaincre, car tout ça, c'est un travail de conviction. Quand on dit qu'on va faire tout cela ensemble, il faut aussi que l'opinion publique prenne conscience de la gravité de cette ségrégation. Donc nous allons continuer à développer la recherche scientifique en la matière. Et puis, je continue sur les synergies que j'observe entre vos propositions et nos actions. D'abord, vous évoquez l'allocation des moyens, le modèle d'allocation des moyens, et vous dites, vous avez raison, qu'il faut bien sûr donner plus aux établissements qui ont le plus de besoins, c'est-à-dire ceux où se concentre la difficulté sociale. Vraiment, s'il y a un sujet auquel je suis attachée, enfin je pense que vous commencez à peu près à me connaître, c'est à la lutte contre les inégalités de réussite scolaire. Et donc, dans mes tout premiers pas
à la tête de ce ministère, la chose que j'ai demandé au service, à l'administration de l'éducation nationale, c'est de construire un nouveau modèle d'allocation des moyens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors qu'on donnait globalement, sauf le cas de l'éducation prioritaire, mais globalement on donnait la même chose à tous les établissements scolaires en France, en tenant compte uniquement ou quasi de la démographie, eh bien, désormais, depuis cette rentrée 2015, nous avons changé notre modèle et nous tenons compte non seulement de la démographie, mais aussi de la difficulté sociale de la population de l'établissement et puis de la réalité territoriale pour mieux prendre en compte les contraintes des établissements en zone rurale lorsque nous distribuons nos moyens. Et donc ce nouveau modèle d'allocation des moyens, je peux vous dire qu'il a des conséquences. Si vous prenez très concrètement, par exemple en cette rentrée, il a permis à Marseille d'obtenir 97 emplois de plus que ce qu'elle aurait obtenu sans ce nouveau modèle d'allocation des moyens, compte tenu des difficultés sociales auxquelles Marseille doit faire face. À Créteil, c'est 178 emplois de plus. À Versailles, c'est 89 emplois de plus. Et donc, cette réalité sociale, aujourd'hui, elle est prise en compte dans ce qu'on donne aux établissements. Autre sujet sur lequel je partage votre analyse, c'est la question de l'offre d'excellence, dont vous dites qu'elle mérite d'être mieux régulée. Oui, comme vous le soulignez, cette offre d'excellence donne souvent lieu à des stratégies de contournement. Et à quoi on aboutit avec les stratégies de contournement? Exactement à l'inverse de la mixité sociale, c'est-à-dire à la constitution de classes socialement homogènes où se rassemblent ceux qui, d'une certaine façon, veulent se tenir à l'écart des autres. Et il faut réguler vraiment cette offre d'excellence. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, c'est toujours bien d'avoir une offre d'excellence, mais il faut la réguler. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, puisqu'on parlait des langues vivantes tout à l'heure, que dans la réforme du collège, plutôt que de continuer un système où seuls certains pouvaient avoir accès, tant mieux pour eux, mais enfin on ne peut quand même pas s'en satisfaire quand on est responsable politique et qu'on a ce souci de la mixité sociale. Donc un système dans lequel seuls certains pouvaient bénéficier de classes bilingues leur permettant d'accéder à une deuxième langue avec plus d'heures et plus précocement, j'ai voulu remplacer ça par un système où tous les collégiens auront accès de façon plus précoce à une deuxième langue vivante dès la classe de 5e, sachant que l'apprentissage des langues vivantes, dans le monde qui est le nôtre, est évidemment un gage de réussite. Dans quelques jours, le 22 janvier prochain, vous verrez, en réponse à tous ceux qui se sont inquiétés de ce que les langues vivantes allaient devenir dans notre pays, vous verrez que j'annoncerai les résultats de la carte académique des langues vivantes que j'ai voulu que nous élaborions sur tous les territoires pour faire en sorte à la fois de diversifier les langues que les élèves apprennent à l'école, vous en verrez les résultats, mais aussi de mieux assurer la continuité des apprentissages linguistiques. Parce que c'est bien beau de dire qu'on apprend une langue vivante dans le premier degré, dans le second degré, s'il n'y a pas de continuité qui permette de poursuivre, si on a commencé l'allemand, par exemple à l'école primaire, de poursuivre le nombre d'années nécessaires pour pouvoir le continuer ensuite au collège, ça ne sert pas à grand-chose. Donc enfin, une politique académique des langues est conduite qui permettra de répondre à toutes ces questions. Et alors, dans cette politique académique des langues que je présenterai dans quelques jours, vous verrez qu'une attention particulière a été portée, cher Yves Durand, à l'offre linguistique dans les réseaux de l'éducation prioritaire. Je crois que cela répond à votre souci. Pour faire en sorte, notamment dans ces réseaux d'éducation prioritaire, que l'on mette davantage de moyens pour assurer l'existence de véritables classes bilingues. Ce que nous appelons de véritables classes bilingues, c'est des classes bilingues qui trouvent leur justification dans le fait que l'apprentissage de la deuxième langue ait été commencé dès l'école primaire et donc que la continuité se fasse au niveau du collège, offrant en effet du coup une offre pédagogique d'excellence dans cet établissement et dans ce territoire, sans pour autant servir de contournement à la logique de mixité sociale, puisque cette offre se fait au niveau de tout l'établissement et donc pour tous les élèves que ça intéresse et pas simplement dans des classes à part. Vous exprimez aussi un souhait, messieurs les rapporteurs, c'est celui, de manière générale, dans ces établissements les plus défavorisés, de trouver le moyen
d'ouvrir les perspectives des élèves qui y étudient. C'est une préoccupation que je partage et j'annoncerai dans les prochains jours la mise en place de quelque chose à quoi je pense que vous adhérerez, que nous avons appelé les parcours d'excellence. Les parcours d'excellence, c'est un dispositif qui a pour objectif de conduire des jeunes de milieux modestes vers une poursuite d'études ou une insertion professionnelle ambitieuse et réussie. En gros, les premiers dispositifs qui ont été créés pour développer la mobilité sociale, c'est-à-dire pour faire en sorte que davantage d'élèves venant de familles défavorisées entrent dans les grandes écoles ou, voilà, et des études longues, ces premiers dispositifs, mine de rien, ils vont avoir bientôt 15 ans. Je pense à ce qui a été mis en place par Sciences Po Paris, mais aussi par l'ESSEC. Et donc, 15 ans, ça nous a laissé le temps de poser un regard objectif avec du recul sur leur réussite, sur ce qui pouvait être généralisé, élargi. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces dispositifs-là sont restés relativement en marge du système éducatif, avec un impact très limité en termes de nombre d'élèves concernés. Un impact donc très limité aussi en termes de réduction des inégalités. Or, nous sommes dans une situation où les enjeux de la mobilité sociale n'ont sans doute jamais été aussi forts qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans une société de la connaissance, une société mondialisée, et que donc c'est notre avenir qui est en jeu. On doit former le plus grand nombre, élargir nos élites, ce qui est une nécessité économique autant qu'une nécessité de cohésion pour la société. Eh bien, c'est à cet enjeu que veulent répondre les parcours d'excellence. L'idée, c'est de permettre demain à des collégiens de 3e dans les REP, on va commencer par les REP+, à la rentrée 2016 et on étendra aux REP, donc de permettre à des collégiens de 3e volontaires de préparer leur poursuite d'études, l'accès à l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle, de façon ambitieuse, en ayant véritablement un accompagnement, une connaissance de tout ce qui existe comme opportunité, comme horizon possible. C'est un dispositif qui s'appuie d'abord sur la mise en place de partenariats entre ces collèges REP, les établissements d'enseignement supérieur et des grandes entreprises. Donc nous sommes en train de monter ces partenariats pour que se tisse un premier réseau qui est en un sens le réseau des élèves qui n'en ont pas. Un accompagnement, je le disais, solide, puisque je disais qu'on commençait par prendre ces élèves en classe de 3e. En classe de 3e, ça passera par des travaux en groupe, tutorés, d'une dizaine d'élèves pour renforcer la maîtrise des connaissances et des compétences, mais aussi pour travailler sur la question de la motivation, de la confiance en soi, de l'aide au travail personnel, et puis des visites culturelles, des visites des lieux de formation, des rencontres avec des étudiants, des visites d'entreprises, toutes ces rencontres qui ouvrent les possibles et qui s'opposent au sentiment qu'ont certains élèves de n'avoir devant eux que des impasses. L'objectif principal de ces parcours, c'est de donner à ceux qui en témoignent l'envie et qui mettent leurs efforts et leur travail au service de leur réussite, les moyens d'accéder à des filières, à des voies, à des métiers qu'ils ne connaissaient pas et dont ils pouvaient se dire « ça n'est pas fait pour moi ». Ensuite, il y a une continuité. L'idée, c'est que ces élèves de 3e qui bénéficient de ce parcours seront ensuite suivis jusqu'au baccalauréat, avec toujours la même logique, sauf que cette fois-ci, le suivi sera plus individualisé et assuré par des étudiants que nous recruterons pour faire ce travail et cet accompagnement, et qui seront donc là pour eux non seulement un soutien, mais aussi une source d'inspiration. Voilà ces parcours d'excellence sur lesquels je ferai des annonces dans quelques jours, mais dont nous voudrions que les élèves de REP bénéficient pour, j'allais dire, aller jusqu'au bout de la logique de l'éducation prioritaire, qui est de l'amont jusqu'à l'aval, faire en sorte qu'ils soient mis, ces élèves, dans les meilleures conditions possibles pour se projeter dans l'avenir. Je finirai, parce que j'ai été trop longue, par la proposition concernant l'enseignement privé. Je suis comme vous, je suis persuadée que rien ne se fera sans la mobilisation de tous les acteurs concernés. Tous les acteurs concernés, ça veut dire y compris les établissements privés. Et c'est pourquoi dans la démarche sur la mixité sociale, j'ai voulu que ces établissements privés puissent être associés au pilotage des projets. Et je veux profiter de cette tribune pour saluer l'engagement de l'enseignement privé au niveau national en faveur de la mixité sociale. Nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs réunions de travail avec eux. Nous savons qu'ils veulent avancer sur cette question. Bien sûr, la priorité de mon ministère, qui est centrée
sur l'école publique, c'est d'abord l'école publique, mais on sait bien que la mixité est affaire de tous et que nous avons tout à gagner dans l'implication de ces partenaires. Donc, dans les différentes démarches qui vont être conduites dans les 20 départements, vous verrez qu'un certain nombre, pas tous, parce que la situation n'est pas la même partout, mais un certain nombre, bien sûr, impliqueront des établissements privés. Voilà ce que je voulais vous dire à travers toutes ces mesures, ces dispositifs, ces territoires pilotes. Je crois vraiment qu'on a une occasion peut-être inédite, vraiment, de faire progresser de façon pragmatique et si possible à l'écart des débats clivants et des polémiques, cette question de la mixité sociale sur les territoires en tenant compte de leur réalité et de démontrer ainsi quelque chose qui me semble important, c'est que la mixité sociale, ça n'est ni un totem ni un tabou, que c'est tout simplement quelque chose qui est au cœur de notre capacité à fonder une société unie, soudée et rassemblée. Merci. Merci Madame la Ministre.